Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui, on sort un petit peu du cadre de l'Eurogame habituel, on va parler d'un jeu d'affrontement direct, avec un format relativement court qui fait d'ailleurs toute sa force. On va parler de Barbarian Kingdoms. Dans cette vidéo, vous trouverez la règle du jeu, ainsi que mon avis sur celui-ci. Vous pouvez tout de suite noter qu'il s'agit d'une version prototype et que le matériel est donc susceptible d'évoluer. Enfin, la boîte m'a été confiée par l'éditeur, que je remercie bien évidemment. Barbarian Kingdoms est un jeu de Christophe Lebrun, illustré par Aurélie Lebrun, Nassos Maloudis et Sergei Chikin. Il est édité par Jester Games. Il est conçu pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1 heure et une difficulté que j'estime sur BGG à 3 sur 5. Dans Barbarian Kingdoms, vous devrez prouver que vous êtes le peuple barbare le plus valeureux du début de l'ère du Moyen-Âge. Pour l'emporter, vous devrez vous imposer soit par la terre, c'est-à-dire posséder 7 provinces, soit par le sang, c'est-à-dire éliminer 2 rois adverses. La partie s'arrête instantanément dès que l'un des joueurs remplit cette condition, et c'est la victoire immédiate pour lui. On passe aux règles du jeu. Le jeu sera joué au tour par tour. Chaque joueur, lors de son tour, va réaliser une action parmi les 5 disponibles, puis c'est au joueur suivant dans le sens horaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs autour de la table remplisse l'une des 2 conditions de victoire. Les actions possibles sont les suivantes. La première action, c'est l'action de recruter une unité. Pour ce faire, vous devez payer un coût en trémis, qui représente l'argent du jeu. Le coût est donc variable entre 1 et 4 trémis pour la première, jusqu'à la 4e armée. Il y a maximum 4 armées par joueur sur la carte. Et donc, vous allez payer ce coût en trémis sur la case où vous allez recruter l'unité. Donc, en l'occurrence, je vais ici recruter une armée sur la province de Neustria et je vais placer un trémis, puisque c'est le coût de recrutement de cette armée, sur la province où j'ai recruté l'unité. Pour pouvoir recruter une unité, vous devez la recruter sur une province sous votre contrôle, c'est-à-dire qui vous appartient avec un petit blason à votre couleur dessus. Ici, je représente le joueur franc, donc le joueur vert, et sur une province dont vous avez le contrôle inoccupée, c'est-à-dire qui ne possède pas déjà une autre unité. Ici, mon roi Clovis est présent sur la province de Belgica, je n'aurais donc pas pu le recruter. Ici, je peux le recruter sur Neustria ou sur Germania. La deuxième action possible, c'est l'action de taxation. La taxation va vous permettre de récupérer des trémis qui sont présents à l'intérieur des régions pour les ramener derrière votre paravent dans votre trésor personnel. Vous allez récupérer autant de trémis que vous avez de provinces sous votre contrôle. Au début de la partie, vous possédez 3 provinces sous votre contrôle et donc vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 3 trémis dans n'importe quelle province. Vous pouvez les prendre de différentes provinces. Ici par exemple je pourrais récupérer depuis Germania et Neustria, mais je pourrais aussi décider de récupérer 3 trémis directement depuis Belgica, depuis ma capitale. Troisième action, c'est l'action de manœuvrer. Ça va vous permettre de déplacer vos unités sur la map pour vous placer stratégiquement pour une action future. Lorsque vous manœuvrez, vous pouvez déplacer chacune de vos unités vers soit une province adjacente sous votre contrôle, donc adjacente, c'est-à-dire qu'il y a une frontière commune, sous votre contrôle, qui possède un petit blason à l'effigie de votre peuple. Donc ici, par exemple, je pourrais déplacer mon roi Clovis vers Germania. Attention, vous ne pouvez pas déplacer une unité vers une région qui possède déjà une autre unité. Ça, c'est pas possible. À la fin du tour, il faut qu'il y ait une seule unité maximum par province. Deuxième possibilité, c'est de déplacer une unité depuis une province qui est portuaire, c'est-à-dire qui possède un port. Donc dans ce cas-là, si j'avais une unité ici sur Britannia 1, je déplace mon unité vers la mer. La mer est une zone unique dans laquelle il n'y a pas de conflit, on ne peut pas en prendre le contrôle, et il y a une seule mer sur toute la map, avec toutes les unités qui peuvent se rendre dessus. Voilà, c'est une zone un petit peu particulière de la map, ça fonctionne pas comme une province, la mer est adjacente à toutes les provinces portuaires, et toutes les provinces portuaires sont adjacentes à la mer. Troisième possibilité lors de la manœuvre, c'est de faire ce qu'on appelle un rock, c'est-à-dire que vous allez intervertir la position de votre roi et d'une armée qui se trouve sur une province adjacente dont vous avez le contrôle. Ici, par exemple, je pourrais intervertir mon roi Clovis avec cette armée ici sur Neustria.
Les deux dernières actions peuvent mener à des combats. On va les regarder successivement. On va commencer par l'action d'assaut. L'assaut vous permet de déplacer une unité vers une province adjacente dont vous n'avez pas le contrôle. Donc soit une province adjacente neutre, comme c'est le cas ici sur Burgundia, soit une province adjacente dont un adversaire a le contrôle, peu importe qu'il y ait des unités adverses ou non dessus. Lorsque vous réalisez cet assaut, vous allez chercher donc à développer votre empire et à en prendre le contrôle par la suite, et surtout à piller la région. Cette action peut donner lieu à une contestation de la part des autres joueurs. Pour pouvoir contester, un autre joueur doit posséder au moins une unité dans une province adjacente à la province ciblée. Donc là ici, par exemple, le joueur ostrogoth pourrait envoyer son roi Théodoric depuis Cisalpina jusqu'à Burgundia pour contester mon action. Les combats n'impliquent toujours que 2 joueurs, ce qui veut dire qu'un seul joueur va pouvoir me contester, et donc à partir du moment où je lance cette action, on va simplement faire un tour de table dans le sens horaire pour savoir si un joueur me conteste. Dès qu'un joueur décide de me contester, les autres ne peuvent plus le faire. On regardera la partie combat après. En tout cas, si l'issue de mon action assaut est favorable, c'est-à-dire que soit personne me conteste, soit je remporte mon combat, alors à ce moment-là, je vais piller la région, c'est-à-dire récupérer le petit jeton coffre qui se trouve ici, qui représente des trémisses, donc entre 1 et 5, et je vais, c'est pas de chance, c'est un trémis, et je vais le placer donc dans mon trésor personnel, dans mon butin, et donc ça me servira par la suite. Notez que si jamais la province appartenait à un adversaire et que donc mon assaut est une réussite, alors à ce moment-là, le blason de l'adversaire est retiré de la province, il n'en possède plus le contrôle et il redevient neutre jusqu'à ce qu'un nouveau joueur en prenne le contrôle. Justement, la prise de contrôle se fait par la dernière action qui est l'action de revendication. Cette action va vous permettre de placer un blason à la couleur de votre peuple sur une région qui n'en possède pas encore, dans laquelle vous avez au moins une unité. Ici, par exemple, je pourrais dire que je vais revendiquer la province de Burgundia, et donc y établir mon contrôle dans cette région, donc j'aurai cette fois-ci 4 provinces sous mon contrôle. Donc, pour réaliser cela, je vais devoir payer un coût qui est identique à celui des armées, donc entre 1 et 4 en fonction du blason que vous allez placer. Vous allez poser le coût, le paiement directement dans la province concernée, et à nouveau, il y a une possibilité de contestation pour les adversaires. Ici, à nouveau, le roi Théodoric serait en position de me contester, et donc ça nous mènerait dans un combat qu'on va regarder tout de suite après. Toujours est-il que si l'issue est favorable, donc je réussis mon action de revendication, dans ce cas-là, je peux placer un blason à ma couleur sur la province visée. Voilà, on a fait le tour des actions du jeu, maintenant on va parler de l'aspect combat. On va regarder comment ça se déroule. Donc, les combats sont déclenchés par 2 choses, soit un assaut dans une région occupée par un autre joueur, donc avec des unités adverses, soit une contestation, soit au moment d'un assaut, soit au moment d'une revendication de territoire. On va faire un petit exemple. Ici, on va imaginer que le roi Théodoric fait un assaut sur la province de Burgundia. Donc, la province du Burgundia m'appartient, j'ai une unité militaire en plus dessus, mon roi Clovis qui est ici, et donc il va forcément y avoir un combat entre nous deux. Comme on a dit tout à l'heure, les combats n'impliquent toujours que 2 joueurs, strictement. Ensuite, dans l'ordre, chacun des protagonistes va pouvoir ramener des unités qui lui appartiennent, qui sont dans une province adjacente à là où se déroule le combat. Donc ici, par exemple, eh bien, je pourrais ramener cette armée depuis Belgica puisqu'elle se trouve dans une province adjacente. Donc je viendrai avec une armée ici. Le roi Théodoric, lui, n'a pas d'unité à proximité, donc il serait obligé de se battre tout seul. Une fois que vous avez réalisé cette phase, on va passer à la phase de pot de vin. Chacun des joueurs va récupérer un petit sac en tissu comme ceci et va placer à l'intérieur des trémisses depuis son trésor personnel. Alors, cette phase-là est très importante puisque les trémisses que vous allez mettre à l'intérieur du pot de vin, dans tous les cas, reviendront à l'adversaire à la fin du combat, quelle qu'en soit l'issue, et également, ça va vous servir à augmenter votre puissance pendant le combat. Donc, ce que vous allez mettre ici sera probablement déterminant et on va voir dans quelles conditions.
Une fois que les deux joueurs ont placé des trémisses, ou pas d'ailleurs, dans les petits sacs de pots de vin, on fait un échange tout simplement. Donc vous donnez le petit sac à l'adversaire, et donc à ce moment-là, on va révéler les différentes trémisses qui se trouvent dans ces sacs de pots de vin, et on va calculer la puissance de chaque joueur comme suit. Tout d'abord, le joueur qui possède le contrôle de la province a 2 points de bataille. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui possède le contrôle. Il se peut qu'aucun joueur n'en possède le contrôle, mais là, en l'occurrence, c'est le joueur franc, le joueur vert, qui possède le contrôle. Donc 2 points de bataille. Ensuite, au niveau des unités, les rois apportent 6 points de bataille. Les armées apportent 3 points de bataille. Donc ici, j'aurai 6 plus 3, 9, plus 2, 11, côté franc. Et côté ostrogoth, j'aurai uniquement 6. On appliquera un petit peu les pouvoirs asymétriques après, il y a des petites différences encore à appliquer, on y reviendra. Et enfin, la dernière chose qu'on va compter, c'est la valeur des pots de vin. C'est-à-dire que on va regarder combien j'ai donné de pots de vin à mon adversaire, et ça va venir s'ajouter à ma puissance de bataille actuelle, et on fait la même chose pour mon adversaire, pour le joueur qui joue Théodoric. On va venir compléter sa puissance avec le nombre de trémisses qu'il m'a offert en tant que pot de vin. Dernière chose qu'on applique, on applique bien sûr les pouvoirs des différentes factions, donc des différents peuples et des rois qui sont impliqués dans le conflit, et à l'issue de ça, on a une résolution, on a un joueur qui sera gagnant, donc s'il y a une égalité entre les deux joueurs, c'est toujours le joueur actif qui l'emporte. Ici, c'est Théodoric qui a provoqué l'assaut, et donc dans ce cas-là, c'est lui qui l'emporterait automatiquement. On passe maintenant aux conséquences du combat. Donc ici, on imagine que j'ai remporté la victoire avec Clovis et son armée contre le roi Théodoric. Donc, les unités adverses sont toutes supprimées. C'est-à-dire que les armées reviennent sur le plateau joueur. Donc ici, il n'y avait pas d'armée côté ostrogoth. Et ensuite, les rois, le roi qui a été éventuellement supprimé, donc ici j'ai tué Théodoric, revient à la personne qui l'a éliminé. Je vous rappelle qu'il faut 2 rois pour avoir une condition de victoire, donc ici, je serais déjà bien parti puisque j'aurais déjà éliminé un des 2 rois nécessaires. Ensuite, du côté du gagnant, on va devoir effectuer un retrait des troupes puisqu'à la fin d'un tour, il ne peut y avoir qu'une seule unité par province. Vous allez donc devoir laisser impérativement une unité dans la province où a eu lieu le combat. Ici, je pourrais décider de laisser mon armée, par exemple, et vous allez devoir rapatrier les troupes et les rois excédentaires vers des provinces dont vous avez le contrôle adjacentes. Donc ici, je pourrais reculer, par exemple, mon roi Clovis vers Neustria, ici. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, quelle que soit l'issue du combat, les pots de vin qui ont été versés à l'adversaire sont conservés par cet adversaire, donc forcément, tout ce que vous avez donné à l'adversaire, il le garde, et tout ce qu'il vous a donné comme pot de vin, vous le conservez dans votre trésor. On va maintenant s'intéresser au pouvoir des différents peuples et des différents rois, donc chaque peuple est asymétrique en 2 points, donc il y a un pouvoir qui concerne le peuple d'une manière générale, le joueur, et il y a un pouvoir qui est associé à chacun des rois. On va commencer par les pouvoirs des Huns. Alors, le pouvoir du peuple des Huns, c'est la radia. Donc, à la place de son action de tour, le royaume des Huns peut piller, sans déplacement ni contestation, une province inoccupée adjacente à l'une de ses unités non embarquées, donc non en mer. Ici, le roi Attila pourrait piller tranquillement la province de Pannonia, sans avoir besoin de se déplacer et sans contestation possible de la part des autres joueurs. Le roi Attila, lui, peut, au moment d'un assaut, une fois qu'il a réussi un assaut, par exemple sur cette province, faire directement une action de revendication dans le même tour, donc c'est-à-dire qu'il économise un tour justement au moment de cette revendication. Attention, elle peut être contestée. On passe aux Ostrogoths. Le peuple ostrogoth a un pouvoir de fortification, c'est-à-dire que au moment d'un assaut, si jamais le peuple ostrogoth contrôle la province dans laquelle il y a une bataille, et bien dans ce cas-là, il va ajouter à la valeur de la province, donc 2 points de bataille parce qu'il contrôle la province, mais en plus, il va ajouter au point de bataille le nombre de trémisses qui se trouvent dans la région dans laquelle a lieu la bataille. Ensuite, le pouvoir du roi Théodoric, c'est que, bien tout simplement, lui, au lieu d'apporter 6 points de bataille, il en apporte 8, c'est un gros roi. Ensuite, le royaume des Vandales. Les Vandales, après une bataille ou à la fin de leur tour, peuvent déplacer une unité vers la mer, à condition qu'elle se trouve
sur une province portuaire. Donc ici, par exemple, il pourrait réaliser une action, l'action de son choix, et ensuite déplacer le roi Genseric vers la mer, puisqu'il se trouve sur une province portuaire, et de la même façon, à l'issue d'un combat, il pourrait évacuer, non pas vers une province adjacente dont il a le contrôle, mais vers la mer. Ensuite, le pouvoir du roi Genseric, c'est qu'il va désactiver les pouvoirs des peuples et des rois dans la province où il se trouve. Donc, dès qu'il est sur une province, donc notamment une province où il pourrait y avoir un conflit, par exemple ici, eh bien, il n'y a aucun pouvoir qui s'appliquera vis-à-vis du peuple qui se trouve en face. Donc ça, c'est quand même assez important, assez intéressant. On passe au peuple des Visigoths. Les Visigoths ont un pouvoir de mercenariat qui leur permet, à la fin de leur tour de jeu, de réaliser en plus une action de recrutement. Par contre, cette action de recrutement supplémentaire, elle coûte 4 trénis. Peu importe où le recrutement se fait, même si je recrute le deuxième soldat, eh bien je le fais au coût de 4 trénis, uniquement si je le fais en action bonus à la fin de mon tour. Ensuite, le pouvoir du roi Alaric, c'est que, à l'issue d'une bataille qu'il remporte, eh bien, s'il y avait des armées adverses, il va pouvoir en retirer une définitivement du jeu. Donc, au lieu de revenir sur son plateau joueur, le joueur qui a perdu la bataille face au roi Alaric va perdre définitivement une des armées qui était impliquée dans le conflit. Un pouvoir relativement balèze. On arrive au peuple saxon. Les Saxons ont un pouvoir de rognage, c'est-à-dire que ils vont pouvoir recruter les unités avec une réduction de 1 trémis à chaque fois. Ça signifie que, alors avec un coût minimum de 1 trémis, donc le premier coûtera toujours 1 trémis, le deuxième coûtera également 1 trémis, le troisième 2, et le quatrième ne coûtera que 3 trémis. Le pouvoir du roi des Saxons, le roi Ael, est qu'il considère toutes les provinces côtières, donc adjacentes à la mer, comme des provinces portuaires, qu'il y ait un petit symbole de port ou non. Enfin, on arrive au peuple franc, mon peuple préféré. Le pouvoir des peuples francs, c'est que à la fin d'un tour de jeu, ils ont la possibilité de réaliser une manœuvre sur une de leurs unités. Donc je pourrais déplacer par exemple cette armée à la fin de mon tour, en plus de l'action que j'ai déjà fait, vers Germania, ou alors de réaliser un roc, donc une interversion, entre mon roi et une armée adjacente. Et enfin, le pouvoir du roi Clovis, c'est le pouvoir qui s'appelle charisme, qui permet, au moment de l'implication dans une bataille du roi Clovis et d'une ou plusieurs de ses armées, que les armées apportent non pas 3, mais 5 points de bataille chacune. Donc, gros intérêt à se déplacer en groupe, j'aime beaucoup ce pouvoir. La fin de partie intervient dès qu'un joueur possède 7 provinces sous son contrôle, c'est-à-dire ces 3 provinces originales plus les 4 provinces qu'il peut revendiquer, ou alors quand un joueur a éliminé 2 rois adverses. La partie s'arrête instantanément, et le joueur qui remplit cette condition l'emporte. J'en ai terminé pour les règles de Barbarian Kingdoms, j'espère avoir été le plus clair possible. On va maintenant passer à mon avis sur le jeu. On va commencer par le gameplay. Et alors je dois dire que c'est un jeu extrêmement surprenant. Les premières parties que j'ai réalisées, alors je les ai fait sur Tabletopia, c'était pas la configuration idéale, ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Et je trouvais que le jeu était sympa, mais j'ai pas vu tout de suite le potentiel. Plus j'y joue, plus j'ai envie d'y jouer, et plus je trouve ça vraiment génial. En fait, la grande force du jeu, c'est le format. Le format est incroyable. Pour un jeu de ce type-là, j'ai jamais vu un jeu comme ça qui se jouait en 1 heure, en moins d'1 heure même à vrai dire. Et je trouve ça excellent puisque on peut repartir tout de suite sur une nouvelle partie. On va en parler un petit peu plus tard, mais la courbe d'apprentissage est assez importante, donc la première partie risque de vous frustrer un petit peu, vous risquez assez fort de vous faire avoir, et donc vous aurez envie de remettre ça assez rapidement. Bon, je vous le souhaite en tout cas, mais je peux que vous le conseiller parce que vraiment, à chaque fois que je refais une nouvelle partie, je me dis punaise mais c'est quand même super bien pensé, c'est très 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 millimétré. Moi j'aime beaucoup, c'est extrêmement épuré, et vraiment chaque nouvelle partie que je fais, j'aime plus le jeu que la partie précédente. Voilà, c'est plutôt un bon ressenti global. La tension dans le jeu est très très importante. Donc vous allez voir que le jeu est super interactif, on en parlera pendant l'interaction, mais surtout, c'est très tendu tout le temps.
Vous avez qu'une seule action à réaliser lors de votre tour, tout est très lent en fait, on se déplace, on fait un assaut, on vérifie qu'il n'y a pas de contestation, ensuite seulement le tour d'après on revendique, on vérifie à nouveau qu'il n'y ait pas de contestation. Bon, ça peut paraître un petit peu lourd comme phase de jeu, en réalité ça se résout assez vite, mais par contre les coups sont vraiment décisifs. À la moindre erreur, vous risquez vraiment de perdre complètement le cours de la partie, et ça peut totalement vous échapper très facilement, et donc vraiment c'est super tendu, et quelle que soit la configuration en termes de joueurs. Donc ça c'est vraiment très appréciable, moi j'aime beaucoup. Il y a une petite part de hasard quand même, hein, puisque on est dans un jeu qui, je trouve, s'approche un petit peu d'un jeu d'échecs, c'est-à-dire un jeu vraiment où toutes les informations sont connues, et on a vraiment un duel, un affrontement très serré et avec très peu de hasard. Ici on a une petite part de hasard, puisque vous l'avez vu, sur les différentes provinces, on a ce système de coffre avec un trémis au dos, et donc on ne sait pas combien il y a de trémis justement sur ces différentes provinces. C'est ça qui va créer en fait la différence entre les trésors des différents joueurs, et qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus calculer extrêmement précisément, puisque sinon ça deviendrait un jeu de pur calcul, donc ça serait beaucoup moins intéressant, sans cette très légère part de hasard que je trouve tout à fait appréciable et très subtil. Donc voilà, ça, ce point-là est vraiment très positif. La partie suivante, c'est l'asymétrie sur les peuples. Alors, deux choses sur l'asymétrie. Les pouvoirs sont très marqués. On les a parcourus, donc vous les connaissez maintenant. Je les trouve très forts et très ciblés sur des choses bien particulières, mais d'une manière générale assez balèzes. Je sais pas ce que ça donne au niveau de l'équilibrage. Pour en avoir discuté un petit peu avec l'auteur, il me disait que effectivement, il savait pas si c'était complètement balanced ou pas, mais en même temps que c'était pas forcément l'objectif que d'avoir un jeu parfaitement équilibré sur tous les niveaux. Je pense que c'est vraiment selon l'expérience des joueurs et comment vous allez justement interpréter et essayer de travailler autour des différents personnages et des possibilités qu'ils apportent, de leur placement de départ sur la map, des scénarios que vous allez jouer si vous jouez avec moins de joueurs que les 6. Donc voilà, tout ça c'est une grosse part assez importante du jeu, cette asymétrie, qui va aussi créer énormément de rejouabilité et qui va vous donner en fait envie de découvrir tous les peuples et d'apprendre à les maîtriser individuellement. On passe maintenant au point du matériel. La partie matérielle d'après la campagne Kickstarter, puisqu'encore une fois tout ça, ça correspond à du prototype déjà bien avancé quand même. D'après la campagne Kickstarter, on va avoir droit à du beau matériel. J'ai vu qu'il y avait des petits blasons justement à l'effigie des différents peuples qui seraient en métal. Il y a également pas mal d'add-ons qui sont proposés sur la campagne, avec des pièces, des trémisses en métal également, avec des miniatures pour remplacer justement les petits standees. Bref, d'une manière générale, on dirait qu'il y a du matériel d'assez bonne qualité en plus, donc j'espère que ça se concrétisera au moment de la livraison, mais en tout cas, ça a l'air de bonne facture dans l'ensemble. Au niveau de la map, on est malheureusement pas recto verso, donc j'aurais bien voulu avoir un artwork au dos en fait, parce que la partie illustration, c'est pareil, je la trouve superbe. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà. Donc à voir. Je sais pas encore si ça va se faire pendant la campagne Kickstarter, mais en tout cas, j'aurais bien voulu avoir soit un artwork, soit peut-être une map alternative, quitte à dériver un petit peu du thème original, même si je comprends bien qu'il faudrait refaire tout le jeu. Mais voilà, je trouve toujours que c'est un petit peu dommage de pas exploiter le dos des maps. Et par contre, cette map, elle est prévue aussi en add-on sur la campagne Kickstarter en tapis néoprène. Donc pour ceux qui aiment bien ça, voilà, c'est aussi une possibilité. On passe à la partie thématique et illustration. Alors thématique d'abord, thématique c'est important pour moi, vous le savez. Donc là on a un petit peu de background historique, ça c'est bien, on a quelques infos un petit peu, on a des noms quand même connus de rois de l'époque, etc. Bon, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment l'impression de vivre une histoire héroïque avec des peuples barbares du Moyen-Âge, ça c'est très clair, je me sens pas vraiment immergé dans la thématique, pas plus que les actions ne sont cohérentes réellement avec ce qu'on va faire au niveau de la revendication, des assauts, des manœuvres, un petit peu pourquoi pas au niveau de la taxation, mais voilà, ça reste quand même très lointain. Alors on a quand même des éléments qui nous ramènent un petit peu sur la thématique, on a bien sûr la map de l'Europe, on a le nom des différentes provinces et bien sûr le nom des personnages. Peut-être que les capacités ont été, les pouvoirs asymétriques ont été également adaptés en fonction du peuple. Ça, je sais pas vraiment, j'ai pas posé la question à l'auteur. Mais bon, en tout cas, au niveau thématique, c'est pas le méga point fort du jeu, mais c'est pas grave parce qu'il en a plein d'autres.
Au niveau des illustrations maintenant, bah écoutez, moi je suis carrément séduit. J'aime beaucoup, j'adore la boîte. Je trouve elle est magnifique. Alors, ça n'a pas énormément de rapport avec ce qui se passe dans le jeu en réalité, mais parce qu'au final on a une map de l'Europe qui est qui peut paraître un peu froide, mais qui est un peu dans un style Moyen-Âge, et qui au final, moi, me va très bien. Je trouve ça assez réussi. Il y a quand même des petites illustrations sympas avec des petites illustrations dans la mer, des petits bateaux, des petites créatures légendaires, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est assez chouette. Les blasons des peuples sont très réussis. Sur l'illustration, moi, je suis conquis, et du coup, j'aimerais encore plus qu'il y ait un méga artwork au dos et que ce soit vraiment hyper joli. En tout cas, oui, ça me plairait beaucoup, c'est sûr. Enfin, au niveau de l'iconographie sur le jeu, on n'a pas énormément de symboles, mais tout ce qui est indiqué est super clair. Il y a zéro question qui se pose. Alors il y a bien sûr très peu de choses, mais tout ce qu'il y a, c'est bien fait et c'est complètement ok. On arrive à la partie interaction, et bien sûr c'est le cœur de ce jeu, vous l'avez bien compris. La partie interaction est extrêmement développée. On s'approche, comme on disait tout à l'heure, d'un jeu d'échecs où chaque mouvement va être décisif, où vous ne pouvez pas jouer dans votre coin, ça c'est certain, ou alors vous allez céder la victoire beaucoup trop rapidement. Et donc c'est vraiment omniprésent, on est toujours dans l'interaction et on est tout le temps en train de se demander, voilà, qu'est-ce qui va se produire, si je vais là, le coup d'après, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui risque de m'arriver, etc. Voilà, ça je trouve vraiment que c'est extrêmement appréciable sur le jeu, c'est vraiment de l'interaction. Je me tourne de plus en plus vers ce type de jeu, j'adore les Eurogames, j'adore les jeux où on gère vraiment des ressources et où on va chercher à développer un moteur et tout, mais alors par contre, un jeu interactif de ce calibre-là, avec ce format, moi je dis oui, mais 1000 fois, hein, très très largement, bien sûr. En termes de configuration de joueurs, c'est donc un jeu pour 3 à 6 joueurs, il y a une variante à 2 qui est sortie sur la campagne Kickstarter, à vrai dire je l'ai pas lu, et je suis pas sûr que ça m'intéresserait sur un tel jeu, mais bon, pourquoi pas, ça a le mérite d'exister. En tout cas, les configs de 3 à 6 joueurs sont extrêmement bien adaptés, vous avez une petite carte de scénario, en fait, qui vous dit quel peuple vous devez jouer, justement, en fonction de la configuration que vous avez. Vous avez plusieurs scénarios pour chaque configuration, donc ça c'est quand même sympa. La map est refermée de telle sorte que on ait quelque chose d'assez restreint, justement, pour garder l'attention du jeu. Non, franchement, toutes les configurations sont jouables, elles sont toutes vraiment savoureuses. Il y a que la configuration 6 joueurs que j'ai pas essayé, que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que je pense que ça doit vraiment être la grosse baston. Et à mon avis, ça doit pas beaucoup étendre le temps de jeu. Donc encore un point positif, voilà. Donc à voir ce que ça peut donner. Et pour finir sur cette partie interaction, je dirais que les deux conditions de victoire sont tout à fait réalisables. Donc autant la condition de victoire, tuer 2 rois adverses, que celle où vous devez avoir 7 provinces sous votre contrôle, et donc ça peut aller très très vite. Il faut vraiment être bien méfiant parce que laisser un joueur se développer tout seul sur la map, le problème c'est qu'il risque de gagner très rapidement avec le développement des provinces, et aller attaquer un petit peu tout le monde, le problème c'est que ça vous ralentit dans votre propre développement, à moins que vous ayez vraiment la puissance militaire suffisante et l'appui au niveau des provinces adjacentes qui vous permet justement de faire des gros assauts et d'arriver à remporter la victoire même sur des rois adverses. Donc tout ça est bien présent, c'est bien dosé. On termine par la partie rejouabilité, donc bien sûr jeu à forte interaction, ce qui veut dire que naturellement vous avez une grosse rejouabilité en fonction des joueurs et du style de jeu qu'ils vont adopter. Vous avez beaucoup de peuples avec des peuples asymétriques que vous allez devoir apprendre à contrôler et à jouer avec et contre, et dans différentes configurations avec différents scénarios. Voilà. Au niveau tant de l'interaction que de la variabilité du jeu, du matériel, je crois qu'on y est très largement, on a de quoi faire énormément de parties. De toute façon, comme elles sont courtes, ça pose aucun problème. Enfin, je terminerai quand même par préciser que la courbe d'apprentissage dans le jeu est vraiment importante, beaucoup plus que ce qu'on peut penser, parce que vous allez, sur les premières parties, vous risquez en fait de vous rétamer et de vous faire avoir très très rapidement. Je crois que la dernière partie qu'on a fait a duré 30 minutes parce que il y a des joueurs moins expérimentés, et donc très facilement un joueur plus expérimenté va pouvoir prendre le contrôle de ces 7 provinces et c'est terminé, quoi, ça s'arrête là. Donc je pense vraiment que il y a besoin de creuser un petit peu le jeu
pour acquérir un petit niveau, donc ça peut être vu un petit peu comme un point négatif. Je vous encourage vivement à ne pas vous arrêter à votre première partie et à continuer, voire en refaire une tout de suite après en utilisant le même peuple, comme ça vous avez la même configuration et vous pouvez justement essayer d'analyser la situation différemment et de certainement prendre plus de plaisir. Mais encore une fois, comme les parties sont relativement courtes, pour moi, ça pose aucun problème d'y retourner même tout de suite après. C'est l'équivalent d'un gros jeu si vous faites 2 voire 3 parties, donc franchement, zéro souci là-dessus. Voilà, j'en ai terminé sur Barbarian Kingdoms. C'est un jeu qui est actuellement, au moment où la vidéo sort, encore en financement participatif pour quelques jours. Vous trouverez ça sur GameFound, je vous mets le lien bien sûr dans la description. Et je vous encourage vivement à aller au moins jeter un œil dessus. Je sais que l'auteur propose des parties sur Tabletopia et qu'il propose des sessions questions-réponses. Voilà, je peux que vous encourager de vous intéresser à tout ça si vous aimez l'interaction forte entre les joueurs. Vraiment, c'est un jeu qui m'a énormément surpris et comme je vous dis, j'adore y jouer. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Étonnamment pour moi qui suis très joueur d'Eurogame. Donc voilà, allez-y et allez jeter un œil au tarif qui est quand même hyper sympa lui aussi, forcément primo éditeur. Donc voilà, bel effort, j'espère que la campagne aura beaucoup de succès et que le jeu pourra arriver jusqu'aux boutiques pour être vu par le plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.